Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chirurgien, comme François. Et je vis en province, comme François. Tout comme François. Et je le connais pas très bien, François, vous savez. C'est où votre province? Dans le sud, en bas, à droite en descendant. Ça s'appelle le Quercy. J'ai un château aussi. Enfin, une sorte de château. Je le répare. Enfin, de temps en temps, quand je peux. C'est bien. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vous aime. Mais vous êtes fou. Frédéric Noiret, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir votre papa, Philippe Noiret. C'était en 1975 dans Le Vieux Fusil avec Romy Schneider, qui sort d'ailleurs en DVD et Blu-ray. Votre papa est mort le 23 novembre 2006. 2006, oui. Il avait 76 ans. 76. Vous êtes sa fille unique que vous avez eue avec Oui. l'actrice Monique Chaumette, qui était son épouse et l'amour de sa vie, hein, on peut le dire. Ils étaient, c'est même pas l'amour de sa vie, ils étaient même pas collés, ils étaient siamois. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes agent artistique oui. et vous avez écrit Philippe Noiret de père en fille. Alors, fille avec un S, c'est chez Michel Lafon, parce que vous l'avez écrit avec Déborah Graal-Noiret, qui est votre fille et qui Oui. est comédienne. Elle a repris le flambeau familial. Alors, face au miroir, Frédéric Noiret, dites-nous la passion pour votre père. Et j'aimerais que vous commenciez par cette vraie naissance pour vous, qui a été celle de votre fille Déborah et de cet amour pour son grand-père. Je crois en fait que papa s'était pas très bien rendu compte qu'il était père, parce que quand même, je suis une sorte de oups. Donc quand maman a été enceinte, elle lui a dit Philippe, je suis enceinte, et il a répondu je suis trop petit. Mais après il a rappelé, il a dit je suis très content. Mais il savait pas très bien comment ça marchait et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu ma fille assez jeune. Et donc il s'est rendu compte qu'il était père au moment où il était grand-père. Donc ça a été un choc pour lui absolument terrifiant. Il n'a pas parlé pendant 8 jours. Ce qui tombait assez mal puisque c'était la promotion des ripoux. Des ripoux, oui. Donc on le cherchait un peu partout. Donc régulièrement il était à l'hôpital, assis sur mon lit. Il regardait la petite sans rien dire. Et puis de temps en temps, j'avais des coups de fil, les portables n'existaient pas, donc de l'attaché de presse, de son agent. Et on me disait, vous savez où il est? Je disais, bah oui, il est là. Ah bon, et alors? Je dis non, pas d'amélioration. Comme il n'a pas parlé. Non, il n'a toujours pas parlé. Alors c'est une fille-gueule, hein. C'était une fille-gueule, on peut le dire. Il aimait les plaisirs était de la table. gourmet. Oui, gourmet, absolument. Ouais, très gourmet. Dans votre livre, il y a une très jolie photo avec une de ces chaises sur lesquelles s'assoient les acteurs. Et il y a marqué « Dangereux entre midi et 2 heures ». Alors ça, c'est un truc qui est venu d'Italie, qui a été repris par les machinaux français. Souvent, quand les films ont un peu les moyens, on fait une chaise au nom de l'acteur. Et un jour, on lui a sorti son fauteuil et au lieu de marquer Philippe Noiret derrière, ils ont mis « Dangereux entre midi et 2 heures ». Et dire qu'il a fait la grande bouffe. Oui, bien sûr. Voilà, qui a été un grand film et un scandale insensé. Énorme. Énorme. Ils ont reçu des tomates, ils ont reçu des œufs. Les femmes, les gens étaient ulcérés. Il y avait des interviews qui disaient il faut les tuer. Enfin, c'était un scandale énorme. On va revenir un petit peu à ses débuts. C'est le théâtre et par la grande porte quand même, hein. C'est la formation la plus classique qu'on puisse avoir à son époque. Je ne crois pas que ce soit la grande porte. C'est parce que quand il est rentré au TNP, Oui. il y est rentré pour donner la. Enfin, il y est rentré parce qu'il allait donner la réplique à un de ses camarades qui lui postulait pour y rentrer. Et ce jour-là, c'était pas Villard qui faisait passer les auditions, mais Gérard Philippe, qui n'a pas retenu le camarade, mais qui a dit à papa venez voir là. Et il est rentré au TNP comme ça. Mais alors, vous parlez de ce grand costaud, mais c'était un grand costaud timide, parce qu'avec votre maman, il a mis du temps. Hein. Et je crois qu'il y croyait pas une seconde. Ouais. Il est tombé amoureux, mais il y croyait pas une seconde. Alors, Et il puis allait un jour, mettre il a tenté le coup. Ouais, il a mis quand même, chaque jour, il allait mettre un petit bout. Tous les jours, et personne ne sait comment il a fait. Tous les matins, elle ouvrait sa porte et il y avait un petit bouquet de violettes. Parce que papa avait gardé dans sa main la main de l'enfant qu'il était, avec ses doutes, ses fragilités. C'était un homme qui avait cet aspect rassurant, cette grosse voix, cette stature, mais c'était un homme plein de doutes. Plein de doutes, plein de fragilités, et derrière le grand homme cherchait la grande femme. Il a fait sa carrière avec elle. Alors, comment, après, vous avez perçu? Est-ce que vous avez refait en arrière sa carrière? Vous avez revu les films? Est-ce que... Oui, j'ai vu tous ses films, quasiment, bien évidemment. Lui n'aimait pas se voir du tout.
Donc, de temps en temps, on en regardait un. Moi, j'allais les voir. Il vous emmenait au cinéma, c'était mignon ça. Ah bah oui, mais Sa petite menotte dans ma grande paluche, enfin c'est très joli ça. Oui, il m'emmenait voir des films dans des salles qui n'existent plus, qui étaient des anciennes salles de cabaret ou de théâtre, où il me racontait qu'il avait joué d'ailleurs, où il ne pouvait pas aller aux toilettes et tirer la chasse à son tournée dans la salle. Ah, ouais. Et il m'a fait découvrir tout Buster Keaton, les Marx Brothers, etc., etc. Ah, vous parlez des Marx Brothers, il ne faut pas oublier qu'il est allé à Hollywood, qu'il a rencontré le grand Hitchcock, enfin, il a joué dans les taux. Oui, ça a été un grand moment d'émotion. D'autant plus que Hitchcock a été un prince avec lui, parce que papa s'est cassé la jambe avant le film. Son cheval lui est tombé sur la jambe. Or, il n'avait pas le droit par contrat de faire des... Voilà. Et Hitchcock l'a attendu et il lui a dit « mais c'est très bien pour le personnage qui boite ». Et donc il a une canne dans le film et Hitchcock l'a attendu. Alors, ils ont partagé quand même la bonne bouffe tous les deux. La première scène qui tourne avec Hitchcock, c'était une scène de restaurant. Et papa était en bout de table. Et il y avait d'autres... c'était une grande scène de dialogue, etc. Et papa était en bout de table. Et les plateaux d'Hitchcock, c'était des églises. Personne ne parlait. Lui était sur son siège un petit peu surélevé, avec ses petites jambes croisées. Personne ne disait rien. Donc il dit moteur, il commence à tourner. Et au milieu de la scène, Hitchcock dit « cut ». Et là, papa meurt et dit « j'ai fait une connerie ». C'est sûr, je suis viré, j'ai fait une connerie. Et Hitchcock fait « Mr. Noiret ». Et là, papa, liquéfié, et il se retourne vers papa et lui dit « How was the pâté ?» Comment était le pâté? Oui, je pense qu'il parlait de foie gras, non, sûrement. Il avait fait venir du foie gras de chez lui pour plaire à papa. Voilà. Alors vous disiez cette jambe cassée parce qu'il y a une passion, c'est le cheval. Ah. Alors les chevaux, ça fait penser aussi à ses amis, Rochefort, des gens avec qui il partageait cette passion. D'ailleurs, il s'est approché physiquement, ils habitaient un petit peu proche de chez lui. C'est-à-dire qu'on habitait à Paris et Rochefort avait une maison à côté de Saint-Germain-en-Laye. Et où on allait régulièrement le dimanche, papa chevauchait avec lui, nous on allait déjeuner et tout ça. Et ils ont vu construire juste à côté, au-dessus de chez Rochefort, une maison. Et papa se disait, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien habiter à la campagne, un jour avoir une maison comme ça et tout. Et un jour il a eu un peu de pognon, donc il a acheté cette maison au-dessus de chez Jean. Voilà. Alors cette maison et son élégance. C'est-à-dire, il avait une passion pour les chaussures. Ça datait de son enfance où il allait voir. Alors, il y avait le goût de la matière. Parce que son père, qui était un homme très très élégant, un homme qui était né au siècle dernier, avait commencé à travailler à 14 ans. Il avait commencé comme magasinier dans une maison de confection qui s'appelait Armentieri et Sigrand à l'époque. Après, il était monté en grade au rayon faux col et cravate. Et puis, de loin en loin, il a toujours travaillé dans la confection. Alors, dans ces films, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui si vous faites une sorte de palmarès des films qui vous ont touché, qui vous ont... Je suis incapable de vous dire, parce que je l'ai vu, moi, se préparer pour tous les rôles d'une façon... parce qu'on a tellement l'impression qu'il faisait ça naturellement. Mais c'était un travail énorme. Par exemple, pour Les Ripoux, on a l'impression que le rôle a été fait pour lui. À l'époque, j'étais encore à la maison et je me levais la nuit pour aller chercher un verre d'eau. Il était assis sur son fauteuil. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me disait, je commence dans une semaine, je ne sais pas comment le prendre, ce rôle. Je ne sais pas comment le prendre. Et il ne le prenait et comprenait que quand il avait son costume et bien réfléchi, alors qu'on a l'impression que ça sort tout seul. Ouais. Alors, aussi, on a l'impression que c'était pas si simple que ça, d'être la fille de Philippe Noiret. Mais c'est pas simple d'être la fille de quelqu'un de connu, tout simplement. Et puis, il y a deux façons aussi de prendre les choses. C'est-à-dire que soit les gens vous disent « Ah bah, c'est pas parce que t'es une Noiret que ça va être facile pour toi », ou les gens vous reportent trop d'amour, finalement. Et puis, on a envie oui, on a envie d'exister par soi-même, etc. Mais en même temps, en avançant dans le métier et en parlant avec lui, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il me léguait, de tout ce qu'il me laissait. Mais au jour d'aujourd'hui, je travaille avec des comédiens, je m'occupe d'acteurs. Et quelquefois, je parle et j'ai l'impression de l'avoir avalé. Ouais. Alors, et sa fin de vie, comment vous avez vécu sa fin de vie? Parce que là, vous êtes très présente. Il est mort à la maison. Il a voulu voir tout le monde. Tout le monde est venu lui dire au revoir. Il a déconné jusqu'au bout. Il a dit des bêtises, surtout avec Jeannot Rochefort. Où ils ont ri jusqu'à la fin.
Jean lui dit mais t'es pas angoissé? Jean qui est toujours angoissé. Papa lui dit je suis suffisamment emmerdé comme ça, je vais pas m'encombrer d'angoisse. Alors Jean lui dit mais t'es un roi, t'es un prince, t'es un chevalier. Et papa répond oui, on donnera mon rôle à jouer à Jean Reno. Les 24 heures après, il n'était plus là. Et je trouve qu'il y a une très très belle phrase que dit votre maman. Elle dit laissez-nous, c'est l'heure de la sieste avant la représentation, juste avant qu'il ne meure. Papa et maman faisaient la sieste à 6 heures du soir. Et c'était très étrange ce jour-là parce que d'habitude on se relayait à son chevet et là on est resté, toutes les femmes de sa vie, on est resté autour de lui toute la journée. Et c'est maman qui a dit à 6 heures, elle a dit on va laisser Philippe, c'est l'heure de la sieste. On est sorti de la pièce. 10 minutes après, maman est rentrée. Et ultime élégance, il était parti tout seul. Voilà, ce soir nous sommes le 1er octobre. Je trouve que c'était une jolie façon de fêter son anniversaire. Il a 80 ans. Donc on le salue en ce jour de sa naissance. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait revivre votre père, Philippe Noiret. Moi, vous savez, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on en parle tout le temps. Voilà. Donc quand vous aurez lu celui-là, je ferai un 2e tome. Et vous reviendrez avec plaisir. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas.